Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler d'investissement immobilier et d'investissement immobilier à l'étranger pour s'intéresser à la fois aux avantages mais surtout aux inconvénients. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, mettre un pouce vers le haut pour nous aider avec le référencement. On rassure les haters, mettre un pouce vers le bas nous aide également et peut-être même plus, donc merci à vous. Activez les notifications pour ne pas rater les prochains contenus et surtout pouvoir participer au live et pouvoir échanger en direct. Avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais te partager une information. C'est que dans quelques semaines, le premier dimanche de juin, comme à notre habitude, nous allons animer une conférence en ligne totalement gratuite sur la géodiversification en expliquant que la théorie des 5 drapeaux, elle est complètement périmée et qu'elle était efficace à l'époque du Minitel. Mais la question est, est-ce que tu t'es déjà servi d'un Minitel? L'inscription est totalement gratuite. Vous trouverez le lien dans la description et en commentaire pour découvrir comment les 0,1% font pour investir diversifié et ce, à l'international. On se retrouve ce dimanche-là. En guise d'introduction, pour entrer directement dans le vif du sujet, investir dans l'immobilier à l'étranger, intéressant d'un point de vue géodiversification, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais pas uniquement. Car en réalité, l'investissement immobilier à l'étranger peut être financièrement et fiscalement beaucoup plus intéressant et nous allons voir cela dans cette vidéo. Nous n'allons cependant pas te dire que c'est chose facile à la portée de tous, même si tu n'as pas d'argent et que tu vas devenir rentier immobilier avec 2 studios sur Airbnb en deux temps, 3 mouvements. Ceux qui te partagent leurs résultats sur Airbnb les partageaient beaucoup moins à l'époque de la pandémie, bizarrement, sans doute un problème de connexion réseau où c'était interdit. C'est un peu comme en bourse en réalité, on montre beaucoup de gains mais rarement des pertes. Vous le savez aussi bien que moi, il n'y a pas besoin de le préciser. En dehors de ce monde magique des infopreneurs, investir à l'étranger va être plus difficile d'un point de vue juridique. Quel véhicule utiliser? Je ne parle pas d'Opel ou de Renault, je parle de société. Euh, Comment investir, quelle structuration utiliser, mais également d'un point de vue financier, puisque vous serez en quelque sorte non résident de ce pays, sans ressources dans ce pays, vous n'allez pas être employé dans ce pays, et que votre banque locale ne va pas pouvoir connaître le marché, ne va pas pouvoir également prendre des garanties facilement et connaître la qualité de l'investissement. Sauf si elle dispose d'une succursale, ce qui est le cas de certaines banques françaises, on en parlera un peu plus loin. Également, investir à l'étranger va vous obliger, et ça va être une nécessité, de vous faire accompagner. Et cela peut être coûteux et va donc automatiquement réduire la rentabilité. Seuls les très riches peuvent se permettre de ne pas payer cher, comme disait ma grand-mère, qui était une expression pleine de bon sens. Ce n'était pas la seule qu'elle avait. La moindre erreur pouvant faire mal, vaut mieux les éviter dès le début. Et quelquefois, vous pouvez avoir des pièges. Pensez que le droit de la propriété à l'étranger, il n'est pas comme en France. C'est-à-dire que vous pouvez croire acheter un appartement et en réalité, vous achetez le local à balai au troisième sous-sol. Donc, pensez à ça, c'est très important. Ce sont l'ensemble de ces éléments que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons voir qu'en réalité, les inconvénients peuvent être moins nombreux que les avantages, ce qui est clairement, d'un point de vue bénéfice-risque, plus favorable à l'investissement étranger, immobilier à l'étranger. Mais avant de parler des avantages et des inconvénients de l'investissement immobilier à l'étranger, il est quand même nécessaire de rappeler les principaux avantages et inconvénients d'investir dans l'immobilier en France. Nous allons commencer en réalité par les inconvénients et finir par les avantages pour les garder notamment en mémoire ensuite, puisque c'est généralement les avantages que vous avez en France que vous n'avez pas à l'étranger. Il faut en avoir conscience. Pour regarder en quoi l'immobilier à l'étranger peut être financièrement et fiscalement plus intéressant pour des investisseurs sur une vision long terme. Le premier inconvénient de l'immobilier et de l'investissement immobilier en France, vous le savez tous, il n'y a pas de secret à ce niveau-là, aucune surprise, pression fiscale importante, que ce soit les plus-values, l'imposition des loyers et le petit bonus de l'IFI. La France, elle est championne du monde en matière de fiscalité et de prélèvement. L'immobilier ne va bien évidemment pas échapper à cette règle, même si des niches fiscales existent, notamment les Pinel et autres ministres ayant voulu marquer leur époque d'une petite niche fiscale. Elle ne transforme pas la France en un paradis fiscal. La France est un paradis fiscal en matière immobilière, si tu es qatari, national qatari, grâce à la convention qui a été signée par Nicolas Sarkozy et a attiré les investissements qataris. Mais à part ça, non, tu vas douiller en impôts.
Et la pression fiscale en France reste donc excessivement importante, notamment en matière immobilière, IFI, plus-value, revenus fonciers, etc. Ça fait mal, c'est le premier inconvénient de la France. Le deuxième inconvénient qu'on peut voir va être, selon moi, ce que j'appelle la protection du locataire légèrement excessive. En France, le propriétaire, il a toujours tort. Et le locataire, toujours raison. C'est toujours le gentil, le locataire. Un locataire est dur à expulser s'il ne paye pas son loyer. Les voies de recours sont longues, coûteuses et poussent notamment à la souscription d'assurance, notamment loyer impayé, faisant que lorsque nous louons un appartement en France, nous avons l'impression de signer un contrat de mariage, caution, bail, bulletin de salaire, avis d'imposition. C'est limite si on ne vous demande pas une analyse de sperme pour louer un appartement. Si vous n'avez jamais loué un appartement à Paris, faites le test et vous allez voir ce que c'est. C'est super agréable. Vous partez avec un dossier de 40 kilos sous le bras pour tout simplement louer un appartement. Et malgré cette surcharge administrative, quoi qu'on dise, s'il y a un problème, c'est pour la tronche du propriétaire. Également, on peut parler des risques divers. Ces risques divers, je mets notamment dedans le fameux squat, sujet d'actualité qui est revenu à travers l'émission de Morandini dans les quartiers de Marseille, où les gens se plaignent de se faire squatter par des équipes nigériennes. Le squat, quoi qu'on dise, c'est un réel problème. Les squatteurs, eux, connaissent très bien les règles, bien plus que vous et moi, et sachent qu'elles sont clairement en leur faveur. 3 jours, on change la serrure, on commande un Uber Eats, et le tour est joué, on est chez nous. Et pour les foutre dehors, ensuite, bonne chance. On va voir un petit extrait humoristique. Cet extrait peut te paraître fou, mais je vais te dire, ce qui est le plus fou, c'est qu'il est totalement vrai. J'ai des squatters à la maison, et ils ont changé les serrures. J'ai toujours payé mes impôts, alors vous avez intérêt à me les sortir à coups de pompe dans le cul. Tout de suite la violence, c'est pas si facile. Ils sont là depuis 3 jours, c'est trop tard maintenant. Ils ont dû fouiller dans les culottes à ma femme. Ils ont dû trouver mes économies. Il fallait pas vous absenter, monsieur. La France, c'est la jungle maintenant. Ils ont un ticket de livraison des pizzas. Peut rien faire, Vous pourrez rentrer chez vous dans 2 ans. Peut-être. À cause d'un ticket. c'est la jurisprudence. De la pizza. Il fallait pas voter Macron, monsieur, et Hollande. Et même Sarkozy. Même au Burkina Faso, votre droit de propriété doit être sans doute plus respecté en France. Cependant, après ces petits défauts, ou plus ou moins gros défauts, on va dire, on va essayer de rester positif et neutre et de contrebalancer ces inconvénients avec des avantages qui sont également excessivement importants. Quoi qu'on dise, en France, vous avez déjà l'accès facile au crédit et au financement à 100% du bien. C'est un réseau bancaire important, solide, avec beaucoup de concurrence, ce qui vous permet de faire jouer la concurrence. Et les banques sont clairement friandes de ce type de crédit pour financer une première acquisition ou d'autres acquisitions. Et comme je l'ai dit, cette concurrence joue clairement en votre faveur en plus, puisque vous allez pouvoir mettre plusieurs banques en concurrence. Vous allez pouvoir également financer 100% du bien, alors que dans d'autres pays, on va vous demander entre 20 et 30% d'apport minimum, ce qui vous donne encore plus de leviers de financement qui, en réalité, contrebalance la fiscalité. On paye plus d'impôts, mais on investit beaucoup plus en France. C'est également ce qu'il faut prendre en compte. De surcroît, le marché est stable. C'est pas comme si vous aviez acheté un penthouse à Mariupol vu sur la mer. C'est assez stable, ça va pas arriver en France. Vous avez les Nigériens, mais bon, vous avez qu'à mettre une alarme à la limite. C'est pas non stable comme ceux qui ont acheté des appartements en Ukraine. Les taux d'intérêt également. C'est des taux d'intérêt qui sont plus faibles qu'ailleurs. Si on compare un prêt de 25 ans en Estonie en mettant 20% d'apport, on le rappelle, on arrive très rapidement à du 4% ou pas loin du 4%. Rien à voir avec le taux que vous pouvez obtenir en France à la même époque. D'ailleurs, si tu as emprunté récemment ou dans un autre pays, n'hésite pas à le dire dans les commentaires en partageant le taux. Par exemple, France, emprunte 30 ans, 1,30%. Allemagne, emprunt 25 ans, 1,28%. N'hésite pas à le partager, ça sera très curieux de le voir dans les commentaires si tu as investi récemment. Des durées d'emprunt qui vont être flexibles et qui vont également permettre de refinancer, même si désormais les prêts sont limités pour les particuliers à 25 ans depuis les recommandations. Mais en moyenne, la durée effective d'un prêt, quoi qu'on dise, elle est entre 8 et 10 ans. Donc ça n'affecte pas tellement cela, mais c'est important de le préciser. Il va également avoir en France la présence de véhicules d'investissement. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, vous allez pouvoir utiliser une SCI pour structurer votre investissement immobilier. C'est ultra intéressant pour se structurer facilement et grâce à la responsabilité limitée
et à la légèreté de ces sociétés. Enfin, la légèreté, c'est que vous n'avez pas besoin c'est pas comme créer une SAS. Vous allez pouvoir emprunter ultra facilement avec un autre associé. D'ailleurs, je regardais en guise d'anecdote une investisseuse immobilière disant qu'elle réussissait à emprunter ultra facilement, que l'investissement immobilier c'est super simple alors qu'elle était que simple vendeuse sur le marché et qu'elle touchait à peine un SMIC. Elle oublie juste de parler que son mari est actionnaire de toutes les SCI et qu'il gagne excessivement bien sa vie et qu'il a beaucoup de patrimoine. Quoi qu'on dise, même un mec au RSA SDF va réussir à lever de la dette si le deuxième associé de la SCI est Bernard Arnault. Il va même pouvoir lever 100 millions, le mec, et se payer une tour à la Défense. Mais bon, en disant qu'on reçoit un SMIC et qu'on arrive à investir facilement, on touche beaucoup plus de personnes qu'en disant j'ai qu'un SMIC, mais j'ai un mari qui gagne beaucoup plus de fric. Première étape, trouve-toi un mari. C'est important de le préciser et de rappeler que ces SCI ne sont pas présentes également dans l'ensemble des pays pour structurer un bien immobilier. Donc, soit vous pourrez acheter en propre, soit passer par une société avec toutes les formalités de la société. Et ces SCI peuvent permettre également l'investissement à l'étranger dans des conditions, on pourra en parler dans une autre vidéo si cela vous intéresse. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Les commentaires sont faits pour ça. Maintenant, parlons des avantages de l'investissement à l'étranger. Commençons par le plus important. Le premier par rapport à la France, vous l'avez deviné, tada, c'est la fiscalité. Le principe de fiscalité en matière immobilière va dépendre du lieu de situation du bien immobilier. C'est-à-dire qu'un Français ayant de l'immobilier à l'étranger sera taxé à l'étranger au taux local comme une personne résidant sur place. Et ses revenus ne seront pas taxés en France. A contrario, une personne vivant dans un paradis fiscal ayant de l'immobilier en France payera de l'impôt en France. Un Français, on peut prendre un exemple, avec la juridiction AH1 du Borderless Entrepreneur, un Français qui a 500 000 euros de loyer par an provenant de biens immobiliers dans la juridiction AH1 va payer 50 000 euros d'impôt sur place et les 450 000 euros nets qui vont revenir en France seront sans imposition puisque cela n'est taxé qu'une fois et dans le pays de situation du bien. Certains pays vont permettre également de ne pas prendre en compte ces biens immobiliers dans la base de calcul de l'IFI. Attention, ce n'est pas tous les pays. Et petite précision, pas des moins importantes, même si ces 450 000 euros qui arrivent ne sont pas retaxés, cependant ils sont pris en compte pour le calcul de la tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire que vos autres revenus seront taxés sans doute à une tranche marginale plus élevée. Mais ces 450 000 euros seront du net d'impôt en France. L'imposition va également concerner la revente du bien et certains pays vous exonèrent totalement au bout de 5 ans, ce qui n'est pas le cas en France, sauf pour votre résidence principale, où vous allez, si ce n'est pas votre résidence principale, vous allez devoir détenir le bien pendant 30 ans pour être exonéré de plus-value. L'exonération de plus-value, vous pouvez en bénéficier si le pays dans lequel vous investissez l'exonère. Le deuxième avantage va être un droit un peu moins protecteur du locataire. En France, comme je l'ai dit, les locataires, ils ont tous les droits. Cette peur du mauvais locataire qui casse tout dans l'appartement est une crainte que tout investisseur immobilier a eue lors de son premier investissement immobilier. En France, notamment, tu peux avoir, entre le 1er novembre et le 31 mars, l'impossibilité d'expulser un locataire de ton logement, même si ce dernier ne te paye pas. Hein. On appelle ça la trêve hivernale. Je pense qu'on devrait appeler ça plutôt la carte d'immunité des mauvais payeurs, tellement les gens qui l'utilisent sont des mauvais payeurs et savent très bien les règles. En fiscalité, on parle d'abus de droit, mais dans ce cas-là, on ne parle jamais d'abus de droit. Et surtout, ça c'est peu précisé, mais même si la trêve hivernale est finie le 31 mars, il suffit qu'il y ait un petit enfant scolarisé pour que la préfecture dise « Oh, le pauvre petit enfant, il faut pas qu'il déménage pendant l'année scolaire, ça risque de le perturber. » Donc autant te dire, t'y es jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ce qui va t'obliger de souscrire une assurance loyer impayé, ce qui va réduire ta rentabilité nette. Ce qui va également avoir, c'est que les assurances loyer impayé ont toujours une petite clause écrite en police minuscule sur la tranche pour ne pas indemniser. S'il manque une seule chose, ils se feront un plaisir de ne pas t'indemniser. Dans les pays à l'étranger, quoi qu'on dise, il peut y avoir une tornade, une tempête de grêle, un risque d'invasion de l'armée russe, 14 enfants scolarisés dans l'école juste en bas, tu ne payes pas, tu es mis dehors. Pas de loyer, dégage. Et bizarrement, le taux d'impayé est beaucoup plus faible dans ces pays. CQFD.
Et pourtant, il n'y a pas les 3 lettres magiques, c'est, CAF, RSA, AME, APL, ARS, APA et 125 autres aides sociales que nous ne connaissons pas, mais qui sont financées par les impôts que vous payez sur vos biens immobiliers, même quand le locataire ne vous paye pas. C'est la joie de la France et sa singularité, si on peut le dire ainsi. Les avantages divers, je vais revenir sur l'Estonie. Un avantage que je trouve intéressant sur l'Estonie, c'est que les gens, ils ont l'habitude de passer par des agences immobilières. Ça veut dire que le fait de déléguer à une agence immobilière est tout à fait normal. Dans le Borderless Entrepreneur, on avait un membre qui avait trouvé sur Facebook, sur les petites annonces, un appartement. Il était rentré en contact avec la propriétaire. Et quand bien même la propriétaire était en contact direct, elle a voulu tout faire passer par une agence, même si elle a assuré 50% des frais de l'agence. Tout ça pour la tranquillité. Donc le fait que les gens aient l'habitude de passer par des professionnels, ça va être très bien pour toi qui va vouloir déléguer. Et ce n'est pas un problème si tu n'es pas sur place, puisque tout se passera par une agence, comme si tu étais sur place. En France, quoi qu'on dise, on a l'habitude de tout faire soi-même. Nous sommes des agents immobiliers l'après-midi où nous faisons les visites. Nous devenons un vendeur de voitures sur le bon coin en fin de journée quand on essaie de revendre sa voiture. Et nous devenons brocanteurs toujours sur le bon coin le week-end pour éviter de donner de l'argent aux autres et laisser faire les pros. À l'étranger, passer en direct va même quelquefois paraître louche. Donc, en soi, ce n'est pas un problème même si vous êtes à l'étranger. L'avantage 4, c'est des rentabilités nettes bien plus élevées qu'on peut atteindre de plusieurs manières. Et on va retrouver ce que nous avons vu avant et qui est un inconvénient de certains pays. Investir à l'étranger dans un pays en plein boom va permettre d'avoir également des rentabilités plus élevées. En plus d'une grande appréciation du bien et de son prix, il va y avoir un accès plus difficile au crédit bancaire. On en a parlé, ça sera un inconvénient. Donc, ce manque d'accès au crédit bancaire va créer une plus grande demande locative et donc une hausse des loyers. Par exemple, en Estonie, il est très difficile d'acheter un appartement lorsque vous arrivez en tant qu'expatrié et que vous n'avez pas 5 ans de résidence sur le territoire et que vous êtes résident temporaire. C'est la date qui est derrière votre ID card pour ceux qui sont en Estonie. Donc, ça va vous obliger en tant qu'expat de faire appel à des appartements que vous allez payer, vous n'allez pas avoir un problème et vous n'allez pas tout casser dedans parce que ce n'est pas votre style. Donc, ça va favoriser la demande locative et ça va favoriser également l'investissement. Au-delà de ça, quoi qu'on dise, on parle de rentabilité nette et entre la rentabilité brute et la rentabilité nette, il y a quelque chose qui s'appelle la fiscalité. Cette fiscalité va jouer un rôle important car la rentabilité brute égale, la rentabilité nette va être plus grande à l'étranger où la fiscalité viendra ponctionner une plus petite partie du loyer. Rappelez-vous l'exemple que nous avons cité dans la juridiction AH1 où l'immobilier est frappé d'une taxe forfaitaire de 10% en plus de présenter une grosse croissance. Au-delà de la fiscalité plus faible, vous pouvez avoir des dispositifs fiscaux qui vont rentrer en compte. Je pense notamment à l'amortissement et la durée d'amortissement. En France, vous amortissez un immeuble sur 30 ans, c'est-à-dire grosso modo 3% par an, hors terrain. Dans la juridiction AH1, vous pouvez l'amortir sur 10 ans. C'est-à-dire vous déduisez 10% par an. Ce qui va te permettre, en gros, de déduire plus de dépenses d'amortissement, qui sont de la perte comptable, mais que tu ne ressens pas, qui vont te permettre donc de bénéficier, en plus d'un levier fiscal, d'un levier financier. Le levier fiscal, tu ne payeras pas d'impôt vu que tu déduiras plus. Et ça va te permettre d'investir cette économie. C'est super important et c'est ultra, quand je le dis à un investisseur immobilier, putain, 10 ans, mais c'est génial. En plus de la fiscalité. Donc même à fiscalité égale, 10%, de pouvoir amortir sur 10 ans, je pense que s'il y a des investisseurs immobiliers ici, ça va les intéresser. On fera un exemple chiffré pour ceux qui sont sur le forum AH. L'inscription, vous pouvez le faire dans la bio de cette vidéo. Inscrivez-vous au forum, on le fera dans la partie contenu additionnel. Donc n'hésitez pas à t'inscrire, c'est également gratuit. Maintenant, parlons des inconvénients. On va commencer par l'extranéité qui est le plus flagrant. Après avoir parlé donc des avantages, on va parler de ces inconvénients inhérents à l'investissement immobilier à l'étranger. Et le premier inconvénient, quoi qu'on dise, c'est ce que nous appelons l'extranéité. Nous allons dans un pays que nous ne connaissons pas. L'aspect international va rendre beaucoup plus complexe les choses. On est dans une vie qu'on ne connaît pas du tout, on ne connaît pas les coutumes. Il va être nécessaire de se faire accompagner.
pour se faire conseiller les bons quartiers. Ces coûts vont se rajouter au prix d'acquisition. Et surtout, trouver les bons professionnels, ça va être difficile. Le plus simple est de faire partie d'une communauté et d'avoir un carnet d'adresses sur lequel la communauté s'est déjà reposée et a déjà été testée. Prenez un exemple, un investissement de 100 000 euros, vous allez vous faire accompagner sur place et ça va être des frais additionnels. Vous allez avoir entre 5 à 10 000 euros de conseils pour sécuriser car étranger. Sur une acquisition à 5 000 euros, quoi qu'on dise, ça représente 5 à 10% du prix d'acquisition. Attention également, et petit conseil, avant d'engager ces dépenses de conseil, faites en sorte d'avoir créé un véhicule d'investissement pour déduire ces frais. SCI par exemple. Donc d'avoir le véhicule d'investissement créé en amont, c'est toujours préférable. Ces gros frais de conseil seront, selon moi, indispensables sur le premier achat immobilier, obligatoire, car tu auras ensuite une certaine expertise, tu auras des exemples concrets et une vision beaucoup plus affûtée sur tes prochains investissements. Mais sur le premier investissement, tu ne pourras pas. Par exemple, dans le cadre d'un projet d'investissement que si j'effectue, c'est pour l'instant au conditionnel, si je l'effectue, je vais me faire accompagner totalement, de A à Z. Et ensuite, ça permettra d'avoir un cas d'école et de faire des cas pratiques sur les programmes de qu'est-ce qu'on peut faire d'un investissement et comment je peux le structurer pour en avoir plus et pour le développer. Mais ça sera un accompagnement personnel qui va massacrer la rentabilité sur les premières années. Donc c'est important de le préciser et de le prendre en compte dès le début. Également, l'inconvénient numéro 2, et pas des moindres, c'est une question du financement. Investir à l'étranger, tu vas avoir une problématique au niveau du financement. Et pour le premier investissement, cela va soit te demander d'avoir des actifs entièrement payés, un bien immobilier entièrement payé ou d'autres types d'actifs que tu peux mettre en collatéral. Tu vas avoir d'autres méthodes que nous détaillons dans la V3 du Borderless Entrepreneur, principalement reposées sur d'autres actifs car une banque de votre pays de résidence va être refroidie en raison de la difficulté de prendre des garanties et de connaître le marché sur place. Effectivement, si elle a des succursales, c'est la chance de la France, c'est d'avoir des gros groupes bancaires au rang desquels BNP Paribas, Société Générale, qui ont des filiales à l'étranger et des succursales à l'étranger qui vont faciliter grandement les choses. Mais en soi, ça va être assez complexe. Investir à l'étranger va t'obliger de maîtriser et être très adroit d'un point de vue financement, mais également de savoir utiliser les avantages Internet. C'est de pouvoir facilement localiser du revenu à travers des activités, notamment sur des sociétés à prépondérance immobilière. Je ne vais pas te mentir, c'est dans ce cadre-là que j'ai créé la méthode Porsche en affiliation. Je te mets le lien également si tu le souhaites sous cette vidéo. Le financement, c'est du cas par cas. Quoi qu'on dise, certains vont y arriver, d'autres un peu moins. L'important, c'est d'avoir les bons réflexes, mais être prêt à devoir mettre un gros apport pour le premier ou disposer de biens au collatéral va être indispensable. Ou structurer en finançant à travers un prêt au travers de ta société avec des structures très spécifiques, ça va être une autre possibilité. Mais tu ne vas pas pouvoir commencer comme ça, allez, j'achète un bien à l'étranger. L'inconvénient 3 qu'on peut avoir, c'est se demander la barrière de la langue. La barrière de la langue n'est pas réellement, selon moi, une barrière à l'investissement. Si tu es capable de calculer une rentabilité, tu vas être capable de la calculer en polonais, en arabe, en chinois ou même en allemand. Tout le reste, il est géré par des professionnels. Ce n'est pas toi qui vas rédiger l'acte authentique et tu ne vas pas te transformer en notaire polonais. Je dirais que selon moi, ce qui va être le plus important et qui peut impacter la rentabilité, ça va être les coutumes. Particulièrement si vous faites du meublé. Peut-être que vous allez mettre un style qui ne plaît pas du tout et que les gens n'aiment pas. Ou peut-être que vous allez dépenser trop alors que les gens ne sont pas friands de ce genre de choses. Par exemple, vous prenez des Estoniens, ils n'ont pas de goût, que vous leur mettez une belle commode ou une commode de merde d'Ikea, ça ne va pas leur changer la vie. C'est important ça peut avoir un impact. C'est plus les coutumes, selon moi, qui vont avoir un impact, mais ça n'a rien d'insurmontable et c'est très facile, avec un peu d'études sur place et un peu de recherche, de contourner ces difficultés. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Il va être donc temps pour moi de conclure. Tu l'auras compris, et comme on l'a vu, les inconvénients sont importants, certes, notamment sur le financement, c'est une grosse barrière, mais cela peut se contourner, que ce soit avec des méthodes annexes, mais
ta structuration et ta maîtrise des outils va jouer un rôle beaucoup plus important qu'en investissement local, ça veut dire un investissement local en France. En France, tu n'as pas besoin d'être un ingénieur pour mettre 3 meubles et faire du LMNP. Si tu veux investir à l'étranger, ça va être de l'ingénierie fiscale et de l'ingénierie juridique. C'est quels outils tu vas utiliser, comment tu vas les utiliser et surtout comprendre les méthodes que tu peux utiliser, comment tu peux sécuriser un financement, quels éléments tu peux mettre en face, comment tu peux investir. Ça va demander un peu plus d'expertise. Attention également, tous les pays ne se valent pas. Et également, il ne faut pas que votre premier investissement soit réalisé à l'étranger. Même si c'est formateur car plus difficile, c'est pour quelqu'un qui va maîtriser un peu plus le sujet. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez rejoindre la communauté du Borderless Entrepreneur où il y a une partie dans la V3 qui va être dédiée uniquement à l'investissement immobilier et où je me demande si je ne vais pas conduire un investissement immobilier moi-même à l'étranger pour en faire un cas pratique d'école, ou dans notre futur programme dédié uniquement à la structuration juridique et fiscale en France, Real Estate Pro, mais il y aura également une partie à l'étranger, car en matière immobilière, votre structuration est plus importante que votre compétence, et en maîtrisant les outils que vous avez, vous pouvez avoir beaucoup plus d'avance. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à nous rejoindre également sur nos réseaux, que ce soit sur notre forum, que ce soit sur le chat Telegram, nous sommes près de 2300. Et n'hésite surtout pas à t'inscrire à la conférence de juin sur la géodiversification. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée. À très vite. Ciao, ciao.